Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Crash de l'avion Sénégal Air. La ministre en charge des transports aériens face à la presse. Le directeur général de l'ANACIM est l'invité de ce 20h pour apporter quelques éclairages sur le drame qui a coûté la vie à 7 personnes. Reprise ce matin du procès Hissène Habré. L'audience encore perturbée par des incidents. L'accusé refuse de comparaître après une ordonnance du juge Gustave Cam. L'horreur à Grand Yoff, les frères Nassirou et Abdourahmane Ba meurent poignardés pour une histoire de téléphone portable. Le meurtrier est arrêté par la police des Parcelles Assainies. Et puis à suivre en fin de journal le dossier du lundi qui s'intéresse aux cours de vacances. L'occasion pour les élèves d'anticiper sur le programme de la rentrée prochaine. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Mambiram Diouf, bonsoir. Bonsoir cher, bonsoir à tous. Alors Mambiram, vous suivez donc la conférence de presse de la ministre en charge des transports aériens. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce face-à-face avec la presse ? Voilà donc merci cher. D'emblée il faut dire que le ministre donc, en charge des transports aériens vient bien sûr de confirmer cet accostage-là entre l'appareil de Taïba de la Guinée équatoriale et l'autre appareil appartenant donc à Sénégal Air, un accostage puisqu'elle a même insisté sur ces photos reçues des autorités équato-guinéennes qui montrent donc l'aile de cet appareil de Taïba endommagé. Donc tout cela pour dire qu'il y a bel et bien eu lieu cet accrochage. Alors si maintenant l'appareil de Taïba s'en est sorti, l'autre appareil qui a disparu depuis lors et les recherches qui se poursuivent pour donc retrouver l'appareil ainsi que la boîte blanche qui va permettre d'apporter beaucoup plus d'éclairage sur ce qui s'est passé réellement. Et c'est la raison pour laquelle le ministre donc a indiqué que pour l'instant, d'après les informations qu'il dispose, on ne peut pas reprocher nulle part à la NACIM d'avoir mal managé donc le décollage ainsi que tout ce qui s'est passé dans les airs. Alors pour dire également qu'il y a une enquête qui a été ouverte, des comités mis en place et le ministre donc qui a même annoncé ici cette signature de ce décret par le chef de l'État Macky Sall et ainsi permettre la mise en place de ce bureau étude et analyse, donc excusez-moi, dirigé par l'expert Amadou Lamine Traoré, lui-même qui actuellement fait face à la presse puisqu'il dirige un comité chef donc qui va être chargé de mener une enquête technique sur donc tout ce qui s'est passé. À part ce comité, il y a également un comité psychologique dirigé par le docteur Aïda Silla qui va se charger donc du suivi psychologique des familles des victimes. Un autre comité également qui va faire son travail, cela c'est pour l'enquête judiciaire qui va être managée par le procureur. Alors, cher, donc, on va revenir bien sûr avec des détails sur tout ce qui se passe ici avec ce point de presse tant attendu pour beaucoup de rebondissements, d'autres détails, cher. Merci Mambiram Diouf. Je vous le disais donc dans les titres que nous recevons, le directeur de l'ANACIM, le directeur général de l'ANACIM, Magaye Mahamdaou, qui est là. Bonsoir. Bonsoir, M. Diao. Alors, vous venez d'écouter notre reporter qui suivait la conférence de presse du ministre en charge des transports aériens. Vous êtes en phase donc avec le ministre? Mais parfaitement, le ministre vient de consacrer à l'installation du bureau enquête et d'analyse qui s'inscrit parfaitement conformément aux dispositions de l'Organisation de l'aviation civile. Comme vous le savez, ce bureau va gérer tout ce qui est enquête accident de façon indépendante, en dehors même de l'ANACIM, qui est un acteur dans le cadre de la gestion de tout ce qui est activité de supervision et de sécurité et de sûreté. Donc il n'y a pas de cacophonie entre le ministère et... C'est l'ordre normal des choses. On veut qu'on ne soit pas juge et partie. L'ANACIM est chargée de la supervision des activités de sécurité et de sûreté. L'ANACIM ne peut pas être dans le comité en charge de l'enquête et de l'accident. Voilà, donc Monsieur Ndaou, on parle beaucoup quand même de cet avion qui a craché dans les eaux dakaroises depuis ce samedi. On parle également de l'état de l'avion, sa navigabilité. Est-ce que vous confirmez que vous avez délivré un certificat de navigabilité à cet avion de Sénégal Air?
Parfaitement. Il faut dire d'abord que l'ANACIM a en charge, comme je l'ai dit, la supervision de la sécurité et de la sûreté au niveau du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire, ce générique? Nous avons en charge d'abord d'élaborer tout ce qui est règlement aéronautique, d'abord en passant par la loi portant code de l'aviation civile, donc qui vient d'être, la nouvelle loi vient d'être votée par l'Assemblée et promulguée par le chef de l'État, c'est la loi 2015-10. Et à travers cela, nous élaborons également des règlements. L'ANACIM est chargée de veiller à ce que l'ensemble de l'industrie aéronautique, et quand je parle de l'industrie aéronautique, ça commence par le gestionnaire d'aérodrome, en passant par le fournisseur de services de la navigation qui est la SECNA, les compagnies aériennes, les sociétés d'assistance, les organismes de maintenance et même les écoles qui font de la formation aéronautique. Et notre rôle, c'est d'abord d'élaborer ces règlements et de nous assurer que chaque structure exerce ses activités conformément aux dispositions en vigueur. C'était le cas de Sénégal Air. C'est parfaitement le cas de Sénégal Air, qui a subi une certification, la dernière au mois de juin, et cela s'est fait conformément aux dispositions de l'OAC. Vous savez, M. Diao, l'aviation civile est un système ouvert. Rien ne se fait dans un vase clos ou bien dans un cercle fermé. Tout ce que nous faisons est particulièrement regardé par l'organisation de l'aviation civile à travers même un site qui est ouvert, qui est accessible par vous-même. L'OACI a rendu public la gestion de la sécurité parce que quand un avion quitte Paris pour venir à Dakar, l'avion ne connaît pas un espace africain ou un espace européen. Le service doit être le même, le niveau de service sécurité doit être le même. Parce que dans cet avion, vous avez toutes les nationalités. Ok. Oui, mais M. Ndao, donc vous certifiez que cet avion n'était pas interdit de vol? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne sais même pas d'où sort cette information. Vous savez, M. Diaw, ce qui se passe au Sénégal est des fois ahurissant. Quand un problème se passe, tu entends tout le monde en train de parler. Et vous me permettrez, si c'est possible, de pouvoir... J'avais dit que je n'allais pas répondre à la polémique parce que le moment ne s'y prête pas. Et j'en profite vraiment de ce plateau pour vraiment avoir une pensée à toutes ces familles, je dirais, qui sont dans l'épreuve actuellement. Et pour dire que je ne verserai pas dans la polémique, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas le moment. Beaucoup de choses ont été dites, surtout à travers le groupe Futur Média, où quelqu'un même s'est présenté pour dire que lui-même étant un ancien, effectivement, du groupe Sénégal Air, n'a pas été suivi par des autorités de la République. C'est extrêmement grave. Un premier ministre, un ministre de la République ont été même cités. Et moi-même, je vous assure que ce monsieur An dont vous parle m'a adressé une lettre le 17 avril 2013. Nous avons, comment nous travaillons? Nous travaillons à travers ce qu'on appelle des inspections et des audits. Et nous les faisons régulièrement. Si actuellement, moi, je reste 6 mois sans aller inspecter un avion, l'OACI va m'interpeller pour me dire, Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire que nous avons l'obligation, et nous le faisons régulièrement. Dans le cadre de ces opérations régulières, au mois de février déjà, nous avons regardé cette compagnie aérienne. Et nous avons décelé quelques problèmes sur cet avion. C'était juste un problème de base de données qu'il fallait réactualiser pour prendre... On en parlait de manque d'oxygène. Non, attendez, je termine. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut parler de manque d'oxygène. Sur quelle base il le dit? Encore une fois. Je voulais juste terminer sur cet aspect-là, si vous le permettez, parce que c'est extrêmement important pour la nation. Cet avion-là n'a jamais eu de problème de pressurisation. Il y a un avion qui avait des problèmes de pressurisation. C'est l'avion que vous avez montré dans vos écrans. Le 6 Victor Alpha GS, Alpha Golf Sierra. Cet avion, moi, je l'ai bloqué pendant 1 an et demi. Il est là dans vos écrans. 1 an et demi. Jusqu'à ce que cet avion soit radié parce que les Sénégalais n'étaient pas capables de pouvoir régler ce problème-là. Pour vous dire que nous sommes extrêmement rigoureux. On nous traite même des fois d'être trop rigoureux. Mais il est de mon devoir également de dire que lorsque M. Anne nous a écrit au mois d'avril, alors que nous avons décelé le problème au mois de février, donc il ne peut pas dire que c'est lui qui nous a poussé à agir. Deuxième chose également, M. Anne, effectivement, nous a écrit le 29 avril pour nous parler de son licenciement. Il a même demandé à ce qu'on l'utilise. On l'utilise à la NACIM. Pour vous dire qu'effectivement, je ne verserai vraiment pas dans la politique. Justement, on va pour terminer juste cet aspect-là, si vous permettez, pour dire que cet avion n'a jamais eu de problème de pressurisation. L'avion qui avait des problèmes a été bloqué
jusqu'à ce qu'en 2015, cet avion soit radié même de nos registres. Alors, c'est l'avion que vous oui. montrez dans vos écrans. Oui. Il n'existe même plus dans le registre. Alors, on va progresser. On nous dit Voilà. que donc... Si vous permettez, juste, je voulais revenir parce que des autres autorités ont été citées. Le Premier ministre, quand il nous a... Mais on n'a pas le temps. Oui, juste en 2 minutes, c'est extrêmement important. Quand il a adressé la lettre au Premier ministre, jamais un Premier ministre du Sénégal nous a forcé la main pour nous dire quoi que ce soit. Encore moins un ministre du Transport aérien, M. Thierno Alassane Sall, qui a été plus rigoureux même que nous. Donc pour dire que tout ce qui a été dit est archi faux, cet avion n'a jamais eu de problème de pressurisation. Celui qui l'avait a été bloqué par l'ANECIM et même radié de l'immatriculation. Ok, voilà. Monsieur, on a parlé donc d'un abordage entre cet avion de Sénégal Air et l'avion de Ceiba Intercontinental. Comment est-ce que cela a pu arriver? Oui, je dirais que je confirme cet abordage-là qui est intervenu aux environs de l'interface entre le Sénégal et le Mali, au point Gatil, à 555 km de Dakar. Les circonstances seront définies par la cellule, le bureau enquête accident. Vous savez, chacun a son rôle. Le bureau enquête accident est chargé de vérifier est-ce que moi, directeur général de l'ANECIM, est-ce que j'ai bien fait mon travail. Donc je lui laisse le soin, j'ai tous les éléments, mais je lui laisse le soin effectivement de pouvoir analyser et effectivement, parce que moi je ne veux pas qu'on dise que je tire la couverture sur moi. Monsieur Traoré viendra quand même vous, lorsqu'il sera avancé dans l'enquête, pour vous donner les éléments. Mais je vous dis encore une fois, tout ce qui parle pour lui de problème oxygène, c'est vraiment loin d'être la réalité. Oui, on a dépassé cela. Mais quand est-ce que avez-vous eu écho de cet abordage? Oui, on a eu écho de cet abordage. D'abord, il faut dire que l'avion a disparu des écrans radars à 19h08. Oui. Aussitôt après, vous savez, tout ce qui se fait dans l'aviation est enregistré. Donc on a demandé à l'ASEGNA, qui est en charge de la gestion de l'espace aérien, de procéder à la transcription des communications. Parce qu'une communication qui concerne au jour J un avion, vous êtes tenu de le conserver minimum 60 jours. Ça, c'est la réglementation. Et lorsqu'ils ont effectivement procédé à la transcription, nous avons confirmé effectivement l'abordage et également la Guinée équatoriale nous a envoyé également les photos pour nous montrer que l'avion de Ceiba a eu un dommage sur le winglet gauche. Et ces images nous ont permis effectivement de confirmer qu'il y a eu abordage. Les avions ne sont pas censés quand même être équipés d'un système d'alarme qui se signale dès qu'il y a deux avions qui sont un peu trop rapprochés. Effectivement, c'est ça qui a peut-être évité qu'il y ait la collision. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les avions des TICAS qui permettent de faire ce qu'on appelle des résolutions. Peut-être qu'ils sont allés à la phase résolution ERA, qu'on appelle ERA. En ce moment, il y a des manœuvres d'évitement. Donc l'appareil de l'avion A lui demande de tourner à droite et l'autre lui demande à gauche. Bon, peut-être c'est les manœuvres qui ont été un peu tardées jusqu'à ce qu'il y ait quand même ce petit accrochage. Il faut dire que il n'y a pas eu collision, mais il y a eu quand même un abordage. On parle d'abordage parce qu'on ne mesure pas encore le choc pour vraiment dire que c'est une collision. Alors, une dernière question, monsieur le directeur. L'avion a disparu des radars à 18h08, comme vous venez de 19h08, comme vous venez de le souligner. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un peu de retard, puisque c'est le lendemain vraiment que les recherches ont commencé, si je me trompe? Oui, vous vous trompez lourdement. Les recherches ont commencé le jour même à 21h. À 21h. Vous savez, lorsqu'il y a eu la perte sur le plan radar, aussitôt les services de contrôle de la SEGNA ont envoyé ce qu'on appelle dans notre jargon le message détresse-FA. Dès que ça a été reçu par le CCS, c'est-à-dire les militaires qui sont chargés, l'armée de l'air, de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, que je salue au passage le général Diop, qui est en train de mener quand même avec rigueur les opérations de recherche. Aussitôt, l'équipage a besoin de 3 heures pour être en route. Ils l'ont fait en moins de 2 heures. Déjà à 21h, l'avion a décollé. Et je vous dis qu'ils sont restés plus de 5 heures, malgré la nuit, malgré les conditions climatiques difficiles. Et comme vous le savez, depuis ce samedi 5 août jusqu'à présent, il y a eu 8 mouvements d'avions vers cette zone-là, avec des moyennes de 5 à 4 heures de vol pour rechercher. Et le Sénégal a mis en place un système avec 4 avions actuellement. Nous avons un Falcon, qui est un avion spécialisé avec des radars
qui permettent de recenser et de chercher les avions et de recenser même des balises qui pouvaient être émises par l'avion et même des traces d'avion, des traces d'hydrocarbures. Et après cela, il y a également 2 avions de l'armée de l'air, le King Air et un Casa également 295, qui mènent les recherches et se relaient vraiment jour et nuit. Donc vraiment pour vous dire que le Sénégal a mis tous les moyens pour effectivement prendre en charge les opérations de recherche. Et jusqu'à présent, les recherches n'ont rien donné. Jusqu'à présent, malheureusement, les recherches ne sont pas fructueuses, mais nous continuons. Et demain matin également, les recherches vont continuer. Il y a un briefing matinal des 4 équipages, des 4 avions, pour revoir leur stratégie, effectivement se compléter mutuellement et définir également le plan de la journée. Donc vraiment, les opérations se poursuivent et de façon également assez intense. Vous envisagez l'aide internationale? L'aide internationale, je dirais, dans le cadre de la coopération, mais déjà, le Sénégal dispose d'un avion qui est en permanence basé à l'aéroport de Dakar, qui ne fait que des opérations de recherche et sauvetage. Mais bien entendu, entre centres de coordination et de recherche, nous signons des accords. Quand ça se passe dans un autre pays, nous partons leur apporter main forte. Effectivement, dans ce cadre-là, l'Espagne également a volontairement aujourd'hui mis un avion à notre disposition et qui a quitté les îles Canaries et qui a rallié directement, qui a fait cap sur la zone. Donc pour dire vraiment que tout est mis en œuvre pour vraiment rechercher cet avion-là. Voilà, merci M. Ndao, merci d'être venu sur ce plateau pour nous apporter ces éclairages. Je vous remercie. Voilà, nous continuons ce journal avec le procès Hissène Habré. Hissène Habré amené de force devant les chambres africaines extraordinaires. L'audience de ce matin a été perturbée par des incidents. L'accusé a refusé de comparaître après une ordonnance du juge. Des partisans de l'ancien président tchadien ont manifesté dans la salle. Maître Ibrahima Diawara donc se dit scandalisé. La partie civile se désole et souhaite un procès avec des débats contradictoires. Compte rendu signé Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. Hissène Habré a trait de force à la barre, porté par des gardes pénitentiaires encagoulés. La scène ressemble à de la fiction et pourtant c'est ce qui s'est passé ce matin à la salle 4 du tribunal de Dakar. Une reprise du procès après 45 jours d'ajournement. Ce que nous avons vu ne s'est jamais vu devant aucune juridiction au monde. Un accusé traîné par la force, maintenu dans la salle par la force, sur qui on exerce une force pour le maintenir dans un fauteuil, pour qu'il assiste contre son gré à une audience, ça ne s'est vu devant aucune juridiction au monde. La Chambre a décidé de l'emmener de force. Personnellement, tout à fait personnellement, moi ça me gêne de voir quelqu'un tergiversé, maintenu par 4 personnes. Je préférais qu'il se défende lui-même de ses crimes, que ses avocats le défendent et qu'on ait un débat judiciaire contradictoire. Et pourtant, à l'ouverture de l'audience, après présentation des différents avocats, le juge a demandé la comparution de Hissène Habré. Il ne s'est pas exécuté. C'est ainsi qu'une ordonnance lui est envoyée. Là aussi, il refuse de coopérer. Le juge décide alors de le faire rejoindre la salle d'audience par la force. Ce qui est encore lamentable, c'est que des avocats qui sont dans la salle, qui disent qu'ils ont été commis pour défendre les intérêts du président Hissène Habré, qui ne soient pas capables de s'opposer et de veiller à ce que les intérêts de l'accusé soient respectés. C'est ce que nous trouvons inadmissible. Des avocats de la partie civile comme de la défense s'offusquent de la tournure des événements. Reed Brody, représentant de Human Rights Watch, impute la responsabilité à Hissène Habré. Hissène Habré, il peut faire toutes les gesticulations, il peut opposer tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas à lui de décider s'il sera jugé ou pas. Parce que moi je demande que le procès commence avec un débat contradictoire, il ne le veut pas. C'est ça le problème, c'est lui-même qui se met dans cette situation-là. Le véritable problème, je le répète, est-ce qu'on peut tenir comme ça pendant 2 mois? Dans la salle d'audience du tribunal de Dakar, des avocats non constitués ont dû quitter les lieux. Interrogés hors micro, ils disent s'indigner de la manière dont l'ancien président tchadien est amené à la barre, un fait qui, disent-ils, ne respecte pas les droits de l'accusé.
Aminata Barresso, merci. Audience tous azimuts du chef de l'État au palais présidentiel à des fins politiques. Le politologue Momar Diong pense que cela peut produire en effet boomerang. Selon le directeur de publication de Vision Mac, cette volonté du président de la République de bâtir une majorité forte peut lui coûter très cher. Alassane Ba Mardia. Le président Macky Sall poursuit ses audiences. Après Djiboka, c'est au tour de Alioune Sow et Cheikh Diallo. De l'avis de Momar Diong, il cherche à bâtir une large majorité. Selon l'analyste politique, un certain rapprochement entre le président Macky Sall et son ancien collaborateur Souad n'est pas surprenant, mais avec le communicant Cheikh Diallo, cela pose problème. Alors, sous ce registre, ça ne m'étonnerait pas que le président cherche un rapprochement avec Aliou Sow, qui est le leader désormais d'un parti, qui vient tout juste d'ailleurs d'avoir son récépissé, parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que quand Macky Sall était Premier ministre de Wade, il s'était reposé essentiellement sur deux de ses ministres, en l'occurrence Aliou Sow et Aïda Mbodj, respectivement ministre de la Jeunesse et ministre de la Femme. Ces deux catégories étant les deux fers de lance de tout parti politique. En revanche, je comprends moins la rencontre avec Cheikh Diallo, qui, au moment où son ancien mentor est en prison, si Cheikh Diallo, lui, n'a aucun scrupule à aller rencontrer le chef de l'État, je crois que le chef de l'État lui-même devrait avoir quelques gênes à recevoir Cheikh Diallo. Une logique politique qui est en train de primer sur l'action gouvernementale, selon le directeur de publication de Vision Mac. Il trouve cela regrettable. Je crois que le président de la République, vu la façon consensuelle dont il a été élu, pouvait se passer de cette orientation-là politique, voire même politicienne, des décisions qu'il est en train de prendre. Souvenez-vous, les remaniements ministériels qu'il y a eu se sont toujours faits sur la base de considérations politiques. Cette orientation-là ne me semble pas être très bien. Je crois que le souci du président de la République, c'était surtout, ça devait être la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans l'action gouvernementale. Dans une telle dynamique, le président Macky Sall encourt une sanction, nous dit le politologue. Ça peut créer un effet repoussoir. Vous savez, les Sénégalais n'aiment pas trop la transhumance, ils n'aiment pas trop la tortuosité. Ils n'apprécient pas cette façon de faire. Or, le président de la République avait quand même voulu marquer son magistère du sceau de la rupture. Si le leader de l'APR, dans le souci de bâtir une large majorité, multiplie ses audiences, cet analyste politique, lui, il voit d'un mauvais œil et craint pour son avenir. Les travaux de l'échangeur de l'émergence n'en finissent plus d'engendrer des difficultés pour les automobilistes. Par contre, Decamps souligne qu'ils sont responsables eux-mêmes de par leur comportement des embouteillages monstres à hauteur de la Patte-d'Oie. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Younous Diatta. Plus de 4 mois après le lancement des travaux par le ministre des Infrastructures, l'échangeur de l'émergence en voie d'être érigé ici à la Patte-d'Oie, à la place du pont Sénégal 92. Tout autour, les difficultés subsistent, les embouteillages font parler d'elles. C'est dur. Je suis coincé ici durant 3 heures de temps. C'est difficile pour nous parce que même pour aller travailler, des fois, on est en retard. Il faut respecter le délai des travaux. Comme ça, la voie puisse être libre. Difficile de circuler par ici. Beaucoup d'essence consommée et les clients ne payent pas assez. À renforcer la régulation s'avère être la solution pour améliorer le trafic selon ce chauffeur. J'aimerais vraiment que les agents de la circulation nous aident davantage. Je leur félicite, mais qu'ils redoublent d'efforts dans la régulation parce que les chauffeurs se disputent la chaussée. Keba, lui, propose que les automobilistes soient patients et disciplinés le temps de terminer les travaux dans les délais. Tu peux être en règle en conduisant bien, mais un autre peut sortir de nulle part et te heurter. Mais on fait avec. 12 voire 13 mois avaient annoncé les autorités pour la durée du chantier, ce que les usagers attendent avec impatience pour circuler facilement.
Biram Diouf, merci. Direction Louga, le refoulement des eaux usées dans leur quartier suscite la colère des populations de Santhiaba Sud dans la commune de Louga. En effet, ça fait plus de 20 jours que l'eau provenant des installations de l'ONAS a envahi les habitations. Et puis les populations qui craignent des maladies liées à l'hivernage, mais surtout cette eau nauséabonde dénonce l'attitude des autorités qui, selon elles, jusqu'à ce jour, n'ont rien fait pour réparer ce préjudice. C'est une correspondance signée Tchernofal. Les habitants de Limbé vivent depuis une vingtaine de jours un véritable calvaire causé par le refoulement des eaux usées qui se déversent dans cette localité située dans le quartier Santhiaba Sud de Louga. Depuis l'installation de ce réseau-là, nous avons toujours des problèmes. Les fosses septiques sortent. Nous avons le point le plus bas, d'où c'est un puits qui verse à notre niveau. En effet, selon ces populations, ce problème est récurrent car depuis 2012, elles vivent périodiquement la même situation. Chaque année, presque, ça se verse 2 fois par quai. La dernière fois, c'était au mois d'avril, février, mars, avril. Nous sommes au mois de septembre. Pour faire face à cette situation, 2 solutions sont envisageables selon les populations. Ce que moi je vois, c'est qu'il faut envisager une solution ponctuelle et une solution à long terme. À ce premier niveau, il y a un premier responsable, c'est la mairie de Louga. Il faut que la mairie vienne essayer de voir effectivement quelle solution il faut adopter pour évacuer ces eaux. Il y a des camions hydrocureurs qu'on peut utiliser pour évacuer ces eaux vers ailleurs. Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus ces populations, c'est qu'avec tous les risques de maladies auxquelles elles sont confrontées, jusqu'ici, aucune action n'a été menée pour venir à leur secours. Aujourd'hui, aucune mesure d'hygiène n'a été prise. Il n'y a pas de détergent, il n'y a pas de savon, il n'y a aucune aide qui a été apportée aux populations. En attendant que les autorités fassent leur travail, les populations de Santhiaba Sud devront encore prendre leur mal en patience, malgré toutes les difficultés occasionnées par ces eaux usées qui empêchent jusque dans les chambres. Nassirou et Abdourahmane Ba reposent désormais au cimetière de Yoff. Le meurtrier arrêté par la police des Parcelles Assainies. Les populations vont même jusqu'à demander la peine de mort pour lui. Elles dénoncent aussi la prolifération des bars dans la localité. C'est un sujet donc signé Pape Faraning et Moudou Diop. Une maman triste et dépitée par le meurtre de ses 2 fils par un voisin sous son regard impuissant. Selon les témoins, un téléphone portable est la cause du drame qui a coûté la vie à Nassirou Ba, 22 ans, et Abdourahmane Badi Mara, 19 ans. C'est un crime odieux. Odieux, à la limite, mesquin. Au vu de cette situation, qui, de par un homme assassin, cruel, barbare, a tué 2 enfants de même père et de même père, d'âge différencié de 2 à 3 ans, sur les pieds de leur maman, qui pourrait le qualifier d'autres actes. Vraiment, je ne pourrais pas vous qualifier. Le drame à Grand Yoff remet sur la table la lancinante question de la sécurité dans cette localité où les populations dénoncent la prolifération des bars. Pour votre information, Grand Yoff compte 406 bars visuels et d'autres que l'on ignore. La sécurité, au niveau de Grand Yoff, on en déplore beaucoup. Parce qu'il y a de l'insécurité totale au niveau de Grand Yoff. Les gens qui sont Grand Yoff, nous sommes les Grand Yoff. Parce que si on regarde les gens qui sont Très en colère, ces populations réclament la réactivation de la peine de mort pour freiner ces séries de meurtres devenues monnaie courante. Nous demandons de l'aide. Nous crions et que, ensemble, avec tout le peuple sénégalais, qu'il ne faut même pas réfléchir à ce sujet. doomu aadama boo xam ne dafa ñëw fekk ñaari nit ngay jam di jam ba ñoom ñëpp ñu sedd kooku rek moo ci war a nekk. Le meurtrier Bouba Sakho est actuellement dans les locaux de la police des Parcelles Assainies. En attendant la suite de l'enquête, les corps de Nassirou Ba et Abdourahmane Ba reposent dans le cimetière musulman de Yoff.
La beauté a un prix et se faire belle devient de plus en plus cher. En effet, le coût des mèches et greffages synthétiques a connu une hausse de 200 et 300 francs sur le paquet. Les gérants de produits cosmétiques disent ne pas avoir le choix. Les salons de coiffure trinquent. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mardia. Pas un paquet de mèches, encore moins de greffage dans ce salon de coiffure. La hausse du produit, la cause, désormais, chez Khoudiambeng, le stockage des mèches est inscrit au passé. Actuellement, nous achetons les mèches et les greffages uniquement pour faire plaisir aux clients. C'est tout simplement pour gagner du temps. Avant, le bénéfice était conséquent. Et maintenant, c'est juste 100 francs qu'on a comme bénéfice. Bon nombre de femmes achètent maintenant les mèches et les greffages avant de se rendre au salon de coiffure. Peine perdue. Les greffages coûtent cher et je pense que c'est parce que la fête approche. Je voulais acheter un greffage mais le prix est trop cher. C'est très difficile mais je compte revoir mon budget et revenir un autre jour. Il faut que les fabricants revoient les prix à la baisse. C'est coûteux pour nous, mais cela ne nous empêche pas de nous faire belle. Dans les cosmétiques, même inquiétude. Nous achetons le paquet de mèches à 1400 francs en gros. Et le revendre à 1500, nous n'avons que 100 francs comme bénéfice pour un grossiste. Ce n'est rien du tout. Les prix ne sont pas fixes. Les greffages se vendent à 3000 francs en détail. Nous sommes obligés d'acheter un grand stock pour rien que pour nos fidèles clients. La Tabaski pointe à l'horizon. Ces commerçants craignent pour leur activité, leurs bénéfices réduits de moitié. Et puis pèlerinage à la Mecque, le premier vol des pèlerins convoqué par la commission nationale quitte Dakar ce mardi à 4 heures du matin. Une information du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Yémen, en France et au Burundi où le gouvernement somme l'opposition de déposer les armes. C'est un récit signé Daniel Diouf. Situation tendue au Burundi, explosions et tirs ont fait au moins 5 morts depuis mardi dans la capitale, Bujumbura. Le gouvernement a donné 3 semaines aux civils pour déposer les armes avant l'intervention des forces de sécurité, sans quoi la police interviendra. Le gouvernement burundais a lancé un ultimatum aux opposants qui contestent le maintien au pouvoir du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Dans la capitale Bujumbura, 5 personnes sont déjà mortes dans des affrontements entre policiers et opposants. Au Yémen, l'aviation de la coalition arabe a multiplié hier pour la 2e journée consécutive ses frappes contre les rebelles en représailles à une attaque qui a coûté la vie à 60 de ses soldats engagés sur le terrain. Après les raids lancés samedi, les avions de la coalition menés par l'Arabie Saoudite sont revenus à la charge en prenant pour cible de nombreuses positions à Sanaa. Les raids ont visé des positions des rebelles chiites Houthis dans la capitale ainsi que celles de leurs alliés, les forces loyales à l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Le premier de ces choix, c'est de faire... La France effectuera des vols de reconnaissance en Syrie pour d'éventuelles frappes contre l'organisation de l'État islamique. C'est ce qu'a affirmé François Hollande. La France effectuera des vols de reconnaissance en Syrie pour d'éventuelles frappes contre l'organisation de l'État islamique. C'est ce qu'a affirmé François Hollande au cours d'une conférence de presse ce lundi. Mais il n'y aura pas d'intervention au sol en Syrie, ce qui serait, selon le président français, inconséquent et irréaliste. Concernant Bachar al-Assad, rien ne doit être fait qui puisse consolider son pouvoir, a-t-il affirmé. Pour François Hollande, le départ du président syrien est nécessaire à un moment ou à un autre pour une résolution de la guerre dans le pays. La France accueillera 24 000 réfugiés sur les 2 prochaines années dans le cadre des quotas au sein de l'Union européenne, annonce François Hollande, le président français qui estime à 60 000 le nombre de demandeurs d'asile en France en 2015. Qui sont venus au cours des décennies.
Le mois de septembre, un mois spécialement consacré aux cours de vacances, une révision générale des programmes à l'école Mamour Diakhaté de la Médina. Les élèves du primaire et du secondaire suivent ces cours, une initiative pour les aider à mieux préparer les examens et à avoir un aperçu sur le programme à venir. C'est l'objet de notre dossier du lundi, signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. L'initiation à la lecture, première leçon du jour dans cette classe de CP. Bienvenue, nous sommes à l'école Mamour Diakhaté de la Médina. Dans cet établissement public, des cours de vacances sont dispensés à des élèves du primaire et du secondaire. Nous sommes dans une classe de CP. On est en train de renforcer la lecture au niveau des enfants parce que c'est un problème assez majeur maintenant dans l'enseignement, surtout élémentaire. Après la lecture, nous allons essayer aussi de réviser les mathématiques avec les enfants. 9 salles de classe accueillent les écoliers. Avec les enseignants, ils révisent quelques parties du programme de l'année écoulée, une méthodologie qui semble payer. On a révisé les factorisations que je n'avais pas su comprendre durant l'année dernière. Je l'ai bien compris pendant les cours de vacances et ça m'a beaucoup aidé vraiment. On a constaté quand même un relèvement du niveau parce que cette année-ci, on a enregistré quand même un fort taux de réussite au niveau du CFE. La petite Adama Bari Diallo prépare la classe de CM2, mais déjà avec les cours de vacances, la fille dit avoir une petite idée de ce qui l'attend. Dans ces cours de vacances, j'apprends des leçons que je n'avais pas comprises au CM1. Des leçons de maths et des leçons de français. Oui, je suis bien préparée pour affronter la classe de CM2. À l'instar de cet établissement, d'autres écoles procèdent à des cours de vacances, des initiatives pour relever le niveau des élèves, mais également éviter l'impact des nombreuses grèves au cours de l'année scolaire. C'est tout simplement le fait d'une remise à niveau. Parce que nous avons constaté également que dans l'élémentaire et dans le moyen secondaire, il y a beaucoup de grèves. Maintenant, il fallait quand même relever le niveau. C'est une remise à niveau, parce qu'on évite l'anticipation. On refait la classe. Chaque élève reprend sa classe. Après 2 mois de vacances, ces écoliers reprennent le chemin des classes. Un petit rappel avant l'ouverture officielle des classes prévues au mois de... Aminata Mbaresso, merci. C'est la fin de ce journal.